Mohamedou Ngouda Mboup, constitutionnaliste, enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir. Bonsoir Binta. Alors, la dernière info, bien entendu, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui vient de tomber par rapport à la saisine d'une certaine opposition parlementaire. Aujourd'hui, la requête a été rejetée. Quelle est votre analyse sur ça, votre première lecture? Merci beaucoup. Ça me fait honneur d'ailleurs de commencer par la décision du Conseil constitutionnel qui était attendue. J'avais dit que donc voilà, le Conseil devait statuer quand même. Les délais étaient assez serrés, assez courts quand même. Mais le Conseil constitutionnel a rejeté finalement la requête, la demande de l'opposition qui était articulée autour de 4 moyens et qui demandait à ce que le Conseil puisse invalider la loi puisque ça portait atteinte à un certain nombre de droits acquis et notamment ça violait la Constitution du Sénégal. Mais dans sa motivation, on peut être d'accord ou pas, mais on sait que la motivation quand même donc comporte un certain nombre d'éléments qui sont des arguments juridiques valables, mais d'autres arguments qui sont discutables, notamment lorsque le Conseil accepte ce que donc qu'on touche à la liste nationale, alors que parmi les hypothèses qui étaient donc déroulées dans l'exposé des motifs, il était carrément dit qu'il n'était pas question de toucher, n'est-ce pas, à la liste nationale. Et donc, du coup, le député qui a déposé l'amendement, a déposé un amendement que l'on appelle un cavalier donc législatif, c'est-à-dire que ça n'avait aucun objet avec donc la loi. Donc, la loi a été entièrement réécrite par l'Assemblée nationale et ça a du coup affecté donc un acquis que l'on a donc eu depuis longtemps et qui permet tout simplement d'avoir une représentativité suffisante, notamment à travers la liste nationale. Je rappelle qu'il y a des députés qui ne sont pas, donc, la plupart du temps, du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir. Parfois, même c'est des députés qui sont au centre ou bien des députés qui sont, n'est-ce pas, non majoritaires, mais qui représentent beaucoup plus, n'est-ce pas, le peuple. Mais ces députés aujourd'hui se voient donc être dans un handicap, dans des difficultés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en train quand même de bipolariser le jeu politique. On est en train quand même donc tout simplement de rendre le jeu partisan bipolaire et de rendre très difficile l'accès à la députation. Oui, en tout cas, ce qui est clair est que les élections ne seront pas reportées parce que le Conseil constitutionnel a rendu son, sa décision. C'est clair. Donc les Sénégalais iront aux urnes le 31 juillet donc, de cette année. Maintenant, il faut dire que l'élection correspond à des opérations. Actuellement, donc, nous sommes à l'étape du dépôt des candidatures qui doit se faire donc, au plus tard, donc 85 jours avant le jour du scrutin. Bientôt, donc, ce sera d'ici dimanche. Et que vous avez vu que les coalitions sont en train de déposer donc, leur couleur, le nom de leur mandataire. Parce que pour les coalitions, c'est ça la loi. Et l'ordre de passage par rapport au parrainage également est passé aujourd'hui. Comme l'avait demandé l'opposition. Effectivement, et comme l'avaient dit d'ailleurs certains analystes, moi-même en 2018, j'étais là et je l'avais dit donc à travers vos antennes que le Sénégal, s'il veut, n'est-ce pas, revendiquer sa position de démocratie majeure, il devrait quand même faire des efforts à ce niveau parce que nous sommes regardés partout dans le monde et donc il serait donc malheureux que les gens puissent venir devant la commission de réception des candidatures, de se donner des coups de poing et autres. Il serait tout simplement juste de mettre, n'est-ce pas, un système, et ce système de jetons, il me semble être très démocratique et qui permettrait à tout un chacun de pouvoir déposer ses parrainages, même si le parrainage en soi, tel qu'il est, n'est pas conforme à une décision de justice qui nous lie et qui est contraignante. Et par rapport à la dernière, aux dernières élections législatives, on avait 47 listes, mais cette fois-ci, on en a 25. Pour le moment. Le dépôt n'est pas encore terminé. Pour le moment. On en est à 25. Attention, ça peut continuer, ça peut évoluer. Mais au vu du ratio, on peut dire que voilà, on risque d'avoir, n'est-ce pas, moins de listes. D'autant plus qu'avec le parrainage aussi, ça peut encore donc se resserrer. Mais en tout état de cause, une élection, c'est une légitimité. Et la participation doit être libre. Et toute restriction... Je ne parlais pas de dépôt de candidature, mais par rapport au dépôt de parrainage. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que le parrainage, quand même, tel qu'on le voit en ce moment, ce n'est pas un filtre, c'est un bouchon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui le dit. Il dit que vous avez plus de 300 partis politiques. Vous voulez qu'il se partage un fichier général des électeurs de 6 500 électeurs. Si tous ces partis-là vous voulez aller aux élections, il risquerait quand même de ne pas atteindre, n'est-ce pas, ce que vous appelez le plafond ou même parfois le plancher. Donc ça porte atteinte à la liberté de candidature. Donc il fallait passer par un toilettage. Le gouvernement avait commencé pour les élections locales
pour faire sauter le parrainage généralisé, pour le laisser seulement aux indépendants. Mais là, pour les législatives et pour la présidentielle, c'est laissé intact. Maintenant, je pense qu'il faudra faire des efforts dans le futur, après ces élections-là, après évaluation, pour voir maintenant comment faire pour rendre perfectible ce système de parrainage. Ouais, mais vous êtes pour le parrainage? Oui, mais pas un filtre quand même. Mais bien sûr, toute élection doit avoir un filtre, mais on a déjà un double filtrage. Il y a la caution, il y a le parrainage. Mais en soi, pour moi, le parrainage n'est pas un filtre, c'est un bouchon. Donc il faudra travailler pour que tout simplement le parrainage soit là pour rendre crédibles les candidatures. C'est une sorte de crédibilisation des candidatures. Mais mieux encore, le parrainage devrait servir tout simplement à avoir une cartographie de la représentativité des acteurs. Absolument. Ça, c'est important. Si on a ça, on peut évoluer. Parce que aussi, toute démocratie a besoin d'être régulée. L'ordre de passage par rapport au parrainage également est très important. On a vu aujourd'hui que Benno Bokk Yakaar est à la 22e place et que celui qui passe en premier quand même pourrait avoir toutes les chances de son côté. Quelle analyse peut-on faire par rapport à cet ordre de passage? Voilà, vous me posez une question tellement pertinente et je pense que si le ministère de l'Intérieur veut que tout soit transparent, déjà il faut que le ministère communique sur les modalités de contrôle du parrainage parce que pour l'élection présidentielle, par exemple, il a fallu que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, saisisse le Conseil constitutionnel sur la base de 3 lettres pour que le président du Conseil constitutionnel puisse prendre quand même la mesure concernant les modalités de contrôle. Ici aussi, c'est pareil. Le ministre de l'Intérieur n'a pas encore pris l'arrêté. Bon, certainement, peut-être que ce sera après la consultation avec parce qu'il a convoqué les mandataires donc le samedi. Mais en tout état de cause, il faudrait que l'on ait un système dans lequel chacun va s'y retrouver, que l'on puisse contrôler de façon transparente les parrainages. Maintenant là, l'interprétation, elle peut être à contrario par rapport à ce qu'avait fait le Conseil constitutionnel. Parce que à travers l'interprétation du Conseil constitutionnel, le référent c'était quoi? La première liste par rapport à la première liste déposée. C'est ce que dit la loi. Absolument. Mais pour moi, la première liste déposée, c'est la liste qui vient avant vous. Sinon, on allait dire la première des listes déposées. Si on fait cela, on pourrait, n'est-ce pas, avoir moins de doublons. Mais si on refait la même chose comme ce qu'avait fait le Conseil constitutionnel, on risque d'avoir, n'est-ce pas, le même scénario. C'est-à-dire que beaucoup risqueraient Et là, par rapport à ceux qui viennent derrière, il y a beaucoup plus de risques qu'il n'y ait pas le parrainage nécessaire à cause des doublons. Est-ce que Benno, ça pourrait frapper Benno? On peut s'attendre à mais bien sûr, la loi elle est générale, elle est impersonnelle. Ça peut frapper n'importe qui. On ne peut pas penser à une élection sans Benno Bokk Yakaar. En tout cas, on a eu une élection récemment où une partie de l'opposition n'avait pas ses listes dans des localités très importantes. Et du coup, pour moi, c'était une erreur de la part même du ministère de l'Intérieur de vouloir attaquer ces listes-là. Aujourd'hui, on a vu que, d'après ce qui m'est revenu, que Benno Bokk Yakaar a déposé beaucoup plus de parrainage que ce qui est demandé et ce qui est autorisé. Alors que là, ce n'est pas conforme à la loi. Maintenant, si le ministère de l'Intérieur applique sa doctrine rigoureuse par rapport aux élections locales, il y a de forts risques par rapport à un dépôt qui dépasse le plafond. Alors, en attendant, on va laisser le temps nous édifier sur ces circonstances. Mais également, aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements par rapport à la 14e législature. Déjà, les langues commencent à se délier, que ce sera encore une législature qui sera la plus nulle. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça peut être le cas? Comment faire pour avoir la rupture de véritables députés du peuple? Ce n'est pas mon langage pour dire que c'est une législature nulle. Moi aussi, ce n'est pas mon langage. Je n'ai fait que reprendre ce que les gens ont dit. Bon, c'est une législature quand même qui a eu ses forces et ses faiblesses. Rappelons qu'il y a eu quand même parfois des lois qui ont été même rejetées par la majorité pour demander quand même à ce que le gouvernement puisse revoir sa copie. De belles choses ont été faites quand même. Et je crois que même à l'Assemblée nationale, les gens qui n'ont que leur sueur et leurs larmes à offrir parfois, il faut les encourager. Pour moi, toutes les assemblées nationales, la plupart du temps, sont heurtées ou bien il y a des heures. Mais il faut faire de telle sorte que l'espace, n'est-ce pas, dans lequel, n'est-ce pas, s'exprime la volonté nationale, la caisse de résonance de la volonté générale soit pacifiée et disciplinée. Ça, c'est important. La deuxième chose maintenant, je pense que les députés n'ont pas fait correctement leur travail. Et là, je vous rejoins. Pourquoi? Parce que
le Parlement sénégalais, l'Assemblée nationale a perdu ses pouvoirs constitutionnels. Pourquoi? Et c'est elle-même qui s'est dépouillée de ces pouvoirs-là pour les retransférer au président de la République. Parce que tout simplement, on a un phénomène majoritaire accru dans lequel la majorité n'est plus un phénomène majoritaire, mais elle constitue un bloc présidentiel. Et ce bloc présidentiel est en train quand même d'étouffer la démocratie sénégalaise. Vous savez, l'Assemblée nationale est quasi absente à l'occasion des grandes crises de ce pays. Binta, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a vécu des crises, notamment au mois de mars. L'Assemblée nationale était quasi absente. À part prendre position pour un camp, l'Assemblée nationale ne se situe pas au-dessus de la mêlée, ou bien l'Assemblée nationale parfois ne met pas sur le doigt les questions importantes pour s'élever ou bien pour dire au pouvoir exécutif voilà ce qu'il faut faire. Quand on a vu par exemple des députés qui étaient de l'opposition, comme Guirassy par exemple, qui ont eu des initiatives, mais ça a été donc rejeté en bloc. On a eu une Assemblée nationale pendant cette législature que l'on appelle une Assemblée nationale brutale, ce qu'on appelle la brutalité de la majorité. Et cette brutalité-là, je ne l'invente pas. Ce sont des votes sans débat. Les gens veulent comprendre parfois, non seulement des votes sans débat, mais des procédures d'urgence sur lesquelles on se fonde et à la limite, parfois, on ne les respecte pas. La dernière en date, c'est le retour du poste de Premier ministre. En procédure d'urgence, voilà presque 5 mois, le Sénégal n'a pas de gouvernement. Le gouvernement est démissionnaire depuis le 20 décembre. Le président de la République refuse de nommer le Premier ministre. Et à ce niveau, j'ai dit ceci, la Constitution et la loi de fonction des malgré gouvernements. tout, il continue quand même à faire des nominations en Conseil des ministres. Et ces nominations sont illégales. Tous les mercredis. Ces nominations sont illégales. Il y a une violation manifeste de la Constitution du Sénégal. Sauf que vous, les constitutionnalistes, vous ne vous entendez pas sur la question. Non, Binta, ce n'est pas une question d'entente. Vous savez, le droit, c'est l'art du bon et du juste. Et à un moment donné, quand on en parle, c'est logique comme les mathématiques. Quand la Constitution dit que le président de la République doit nommer un Premier ministre, il doit le faire. N'est-ce pas? En droit constitutionnel, le présent vaut impératif. Pour ce qui est du gouvernement, le président de la République, il savait pertinemment qu'en réintroduisant le poste de Premier ministre, le gouvernement allait être démissionnaire. Et le poste de Premier ministre est important dans la mesure où il est à l'articulation de toutes les institutions de ce pays. Il est, n'est-ce pas, l'interface entre le président de la République et le gouvernement. Il est l'interface entre le président de la République et l'administration. Il est l'interface entre la majorité et l'opposition. Le Premier ministre, il n'a pas de pouvoir, comme disent d'autres, mais ses pouvoirs appellent d'autres pouvoirs. Et le président de la République, il doit nommer un Premier ministre. Au-delà, dans l'exposé des motifs de la loi, on nous avait dit que le président de la République réintroduit le poste parce que tout simplement, il a de nouvelles fonctions à l'Union africaine. Aujourd'hui, le mandat est à combien de mois à l'Union africaine? 5 mois. C'est juste une année. 1 an. Donc vous voyez, on est quasiment à la moitié, à mi-mandat, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Vous savez, les Sénégalais, ça aussi, c'est une atteinte. Peut-être que c'est pour des raisons politiques qu'il ne faut pas... Les raisons politiques ne doivent pas prendre le dessus. Éviter les frustrations. Les raisons politiques ne doivent pas prendre le dessus sur la Constitution du Sénégal. Même le consensus politique entre les acteurs, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, ça ne doit pas prendre le dessus sur le consensus démocratique. Le président de la République est élu sur la base d'une constitution. Et c'est sur la base de cette constitution-là qu'il doit tout simplement prendre les actes qu'il faut pour gouverner ce pays. Le président, il gouverne le pays et il doit être un juge au-dessus des partis parce qu'il est l'élu du peuple. Mais justement, en attendant également qu'il nomme ce Premier ministre, nous allons encore parler de l'Assemblée nationale pour pouvoir faire face quand même à cette majorité. Notre Assemblée est toujours majoritairement composée de députés du président de la République. On le dit souvent comme ça et c'est d'ailleurs comme ça, on a vu ce qui se passe. Comment faire pour avoir une Assemblée de rupture? Je vous repose la question. Changer le mode de scrutin? Au-delà de ça, ce n'est pas suffisant. Vous changez le mode de scrutin, vous aurez la même, n'est-ce pas, le duplicata. Vous savez pourquoi? Le problème de l'Assemblée nationale, c'est donc un problème, n'est-ce pas, d'être des députés, mais au-delà de ça, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si vous ne changez pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce sera il faut changer le mode de scrutin. Il faut changer le mode de scrutin, il faut changer le règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur, il faudrait que l'opposition y ait une place de choix. Aujourd'hui, le principe de la séparation des pouvoirs s'est déplacé.
il n'existe plus une séparation des pouvoirs à la Montesquieu comme on le voyait. Mais la séparation des pouvoirs aujourd'hui, c'est non seulement d'organiser les contre-pouvoirs constitutionnels. Aujourd'hui, une structure comme le CNRA devrait être dans la Constitution. La presse, c'est un tiers pouvoir. Mais au-delà de ça, il faut non seulement renforcer les tiers pouvoirs, mais la séparation maintenant aujourd'hui, c'est la séparation entre la majorité et l'opposition. Et comme le disait Montesquieu, un gouvernement modéré n'est plus un gouvernement qui accorde la liberté politique, mais c'est un gouvernement qui accorde une place de choix à l'opposition. À ce niveau, on devrait donner certaines commissions d'une envergure importante à l'opposition, la commission des finances ou la commission des lois, par exemple. On devrait permettre à l'opposition, par exemple, de faire des missions d'enquête ou bien par exemple, des enquêtes chaque année. Je vous donne un exemple. En France, par exemple, dans l'affaire Cahuzac, c'est une prérogative qu'on a mis dans la Constitution et ils ont dit que nous allons enquêter. Arrivés sur les lieux, ils ont demandé au ministre, n'est-ce pas, des Finances de l'époque de sortir de son bureau. Et c'est l'Assemblée nationale qui a enquêté pour voir qu'il y avait fraude fiscale. Ici, l'Assemblée nationale, depuis 2016, on a dépensé des milliards pour leur donner, n'est-ce pas, une nouvelle technique de contrôle. Il y avait le contrôle information, il y avait le contrôle sanction. Et aujourd'hui, on leur a donné le contrôle évaluation. C'est l'évaluation des politiques publiques. Binta, avez-vous déjà vu, n'est-ce pas, un rapport d'évaluation des politiques publiques par l'Assemblée nationale? Les députés ont d'énormes prérogatives. Ils ne veulent pas les exercer. L'autre chose, il faut qu'on ait des mécanismes de démocratie semi-directe. C'est-à-dire que si on a des députés qui pensent qu'ils sont élus et ils sont là parce que tout simplement le président le veut, ou bien ils sont là parce que tout simplement ce sont des députés du président de la République, il nous faut des mécanismes de démocratie semi-directe. Il n'y a pas un droit d'interpellation des citoyens aux députés. Le seul mécanisme de démocratie semi-directe à ce niveau, c'est devant le Conseil économique, social et environnemental. Et c'est une institution mal aimée, qui n'est parfois même pas connue. Combien de pétitions dorment sur Facebook? Si on avait par exemple le droit d'initiative populaire, le droit de pétition, et d'ailleurs le droit de pétition, c'est un droit tellement ancien qui était toujours tout simplement appliqué devant les parlements. Donc aujourd'hui, le Sénégalais, le citoyen sénégalais, il est roi un jour, c'est-à-dire le jour du scrutin, mais après, il est otage des politiques pendant 5 ans. Donc si nous voulons maintenant avoir une Assemblée nationale neuve, une Assemblée nationale renouvelée, le renouveau de l'Assemblée nationale est important. Même si je suis d'avis que l'Assemblée nationale, qu'elle soit forte, il faut une majorité qui gouverne. Parce que si on ne l'a pas, on risque d'avoir un régime d'assemblée. Parce que les gens aussi parlent de la cohabitation. Mais une cohabitation aussi, elle a ses avantages et ses inconvénients. Ça peut faire bloquer le pays. Le pays peut être bloqué. Un président de la République, parce que quand il y a cohabitation, le président ne perd pas le pouvoir, il le partage. On a déjà vu ce qui se passe au niveau de l'exécutif local avec l'affaire de la mairie de Dakar, les menaces du président de la République. On risque également de connaître un autre problème au niveau et là, ça nous renvoie à la psychologie de nos hommes politiques sénégalais. C'est-à-dire que, regardez bien, la cohabitation par le bas a été un peu refusée à un moment donné. Et pourtant, la cohabitation par le haut aussi est en train d'être quand même donc suscitée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une démocratie où il y a des gentlemen et de grandes dames. S'il y a des électeurs qui décident pour un camp, l'autre camp doit le respecter. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le débauchage d'un certain nombre de maires qui ont été élus sur la bannière d'autres listes. Ça, c'est inélégant. C'est inélégant. Et les gens, ils savent qu'on n'y peut rien. On ne peut rien contre ça. Et c'est pour ça qu'il faudrait changer la loi pour ne plus dire tout député qui démissionne de son parti, mais tout élu qui démissionne de son parti, de sa coalition ou de son mouvement, perd ipso facto son mandat. Parce qu'il n'est pas question que les gens prennent le mandat pour aller quand même donc marchander avec. Les suffrages des Sénégalais sont devenus un véritable fonds de commerce politique. Et ça, c'est pas normal du tout. Il nous faut un espace politique assaini, dans lequel on ait une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Que les règles soient respectées. Qu'on ait, n'est-ce pas, des députés efficaces qui travaillent pour le peuple, mais qui ont des intérêts politiques, mais dans le respect, n'est-ce pas, de la volonté nationale. Moi, ce que je veux dire... Est-ce que le maire de Dakar, quand même, respecte justement ce que la loi lui dicte? Écoutez, c'est pas au vu de ces... Ce que je veux dire par là, je peux en parler, c'est par rapport aux dernières nominations. Alors, il faut retourner au Code général des collectivités territoriales. Et il faut dire que dans un état de droit, c'est un état organisé. Les compétences sont donc rationalisées. Chacun donc voilà fait quelque chose, fait une tâche. Les gens sont spécialisés. Le maire, il gère la municipalité, il gère l'exécutif local. Et quand vous regardez le Code général des collectivités territoriales, on parle de la ville par exemple, article 171 du Code général des collectivités territoriales, il vous dit que c'est le maire qui nomme. Maintenant sous le contrôle du conseil municipal. Donc il nomme.
sous le contrôle du conseil municipal. Le conseil municipal, il peut contrôler en amont ou en aval, libre au maire de décider. Mais non, quand le président de la République dit qu'un maire donc, qui fait des nominations illégales, il risque d'être révoqué, moi je ne suis pas d'accord. Parce que le contentieux entre la loi et le maire, c'est un contentieux de la légalité. En 1996, on a supprimé la tutelle et on l'a remplacée par un contrôle de légalité a posteriori. La tutelle s'exerce sur un mineur. C'est un droit public, c'est le contrôle d'une personne morale de droit public sur une autre, c'est-à-dire de l'État sur les collectivités territoriales. Mais la tutelle étouffait les collectivités territoriales. On a dit qu'il fallait aller au-delà. Donc aujourd'hui, s'il y a contentieux, c'est à la Cour suprême de le régler et non pas par le président de la République. Pour moi, le président de la République a commis une erreur dans sa communication. Mais ce qu'il faudrait dire, effectivement, même si on l'a interpellé, il ne devait pas réagir ainsi. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une collaboration loyale. Absolument. Entre l'État et les collectivités territoriales. Vous savez pourquoi? Parce que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Et les maires représentent le pouvoir exécutif. Ils sont des représentants du président de la République. C'est le code qui le dit. Dans ce cas de figure maintenant, il faudrait qu'il y ait une collaboration fondée sur l'honnêteté et la loyauté. Dans ce cas de figure maintenant, je me dis que du côté des maires, il y a un effort à faire pour pouvoir dialoguer avec le président de la République, et du côté du pouvoir central, il faut prendre de la hauteur. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les maires de Yewwi Askan Wi qui ont eu les premiers à vouloir instaurer une cohabitation, on a vu leur élection, qu'ils ont déjà mis leur association des maires de Yewwi. On a vu Barthélémy Diaz aujourd'hui lors de sa conférence de presse, il a quand même posé ou parler sur un ton quand même qui frise la confrontation avec l'exécutif local. Est-ce que aussi il ne faudrait pas revoir les relations qu'il y a entre l'exécutif local et l'exécutif central pour que les Dakarois puissent y voir leur compte? Depuis Khalifa Sall, on n'a rien vu de concret. Binta, la confrontation a trop duré entre le pouvoir central et la mairie de Dakar. Et pour moi, je pense que la responsabilité incombe au pouvoir central. Vous savez pourquoi? Dakar est la seule collectivité territoriale inscrite dans la Constitution. Dans l'organigramme institutionnel, le maire de Dakar représente quelque chose. Absolument. Il revient au président de la République de chercher un calendrier dans lequel soit chaque trimestre ou semestre d'essayer de rencontrer le maire de Dakar 2 fois, à 2 reprises. Pourtant, le maire de Dakar a formulé effectivement la demande, mais jusqu'à présent, il n'y a rien du tout. Pour moi, il faudrait de l'élégance, parce qu'il faut qu'il se parle. Le président de la République doit parler avec le maire de Dakar, parce que Dakar n'est pas n'importe quelle collectivité territoriale. Et au-delà de ça, maintenant, il faut que les hommes politiques sachent que l'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus. Il y avait certains qui étaient là dans ce pays. Moi, je n'étais même pas né. Mais en les lisant, je sais que ces gens-là, ils ont fait un effort supplémentaire sur eux. Ils se sont fait violence pour se parler, pour dialoguer. Et maintenant, ça, c'est quelque chose quand même qui est dans notre identité constitutionnelle, qui repose sur cette démocratie de consensus. Il faudrait qu'ils se parlent. Et s'ils ne se parlent pas, mais les citoyens devraient les renvoyer dos à dos. Pour moi, c'est très simple. Une démocratie... Comment est-ce qu'on peut les renvoyer dos à dos? Mais en votant pour d'autres. Ils ont déjà été élus les deux au suffrage universel. Les citoyens... Mais aujourd'hui, il y a d'autres profils qui émergent. Parce qu'en réalité aussi, dans l'espace public et dans l'espace politique, il y a beaucoup de Sénégalais maintenant qui ne se voient plus dans cette confrontation-là. C'est pour ça que d'ailleurs, dans votre corporation, dans d'autres catégories socio-professionnelles, il y a d'autres personnes qui proposent d'autres alternatives. Parce que pour moi, je me dis que tout simplement, une démocratie assainie, c'est celle qui repose sur une démocratie de confiance. Il y a des gens qui l'ont écrit, donc Ousmane Sonko a écrit, Abdourahmane Diouf a récemment écrit, j'ai lu son livre, il y a d'autres qui ont écrit, le président Macky Sall même, il a écrit, d'autres. Maintenant, cette écriture-là, pour moi, il faut aussi la mettre en pratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des principes et dans la réalité, on ne se les applique pas. Et moi, je pense que, concernant cette situation, l'opposition comme le pouvoir, chacun a sa part de responsabilité. Mais est-ce que c'est parce que le maire de Dakar est de l'opposition qu'il ne va jamais s'entendre avec le président de la République qui est dans notre camp? Du tout. Mais regardez, le président Abdoulaye Wade, il s'entendait bien avec le maire Khalifa Ababacar Sall. Et pourtant, voilà, ça n'a jamais gêné. Donc, pour la confrontation, n'est-ce pas, c'est le président Macky Sall qui aime la confrontation. Vous savez, je disais tout le temps que le président Abdoulaye Wade est un joueur de billard, mais le président Macky Sall, c'est un lanceur d'archers.
Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, je l'étudie parce que nous, comme disait Aïvo, comme nous sommes les médecins de l'État, donc ce sont nos patients virtuels. Et je sais que le président de la République, quand il a une cible, il essaie quand même. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne veut jamais perdre d'élection. Et il le dit. Mais là, il doit se situer au-dessus de la mêlée. Parce qu'il doit savoir que quand même, il y a une autre tendance politique. Donc les citoyens sont favorables pour la ville de Dakar. Mais il doit accepter ce jeu démocratique. Parce que s'il ne le fait pas, il risque quand même de s'occuper des affaires qui ne le concernent pas. Alors que lui, il est l'élu du peuple, il doit gérer d'autres choses plutôt que de gérer le recrutement du personnel des côtés territorial. Et les Dakarois veulent voir des réalisations quand même. Mais bien sûr, parce venant que aussi, de la mairie de Dakar. D'autant plus que votre question, elle est tellement pertinente. Si vous êtes élu au citoyen universel direct, ça signifie tout simplement qu'on vous attend sur un terrain très sérieux. Ça veut dire que dans le délai record même, vous devez quand même traduire en actes, n'est-ce pas, la volonté de ces citoyens. Et c'était sur la base d'un programme. Donc il faut aller très vite plutôt que d'être dans des querelles politiciennes. Il faut également dire aux maires de ne pas poser les jalons d'une cohabitation avec le président de la République. Est-ce que ce n'est pas le président Macky Sall qui est en train de démontrer qu'il vit une cohabitation de fait? Parce qu'on a vu le maire qui a refusé d'aller au Forum international de l'eau. On l'a vu aujourd'hui lors de sa conférence de presse. Pourquoi moi je dis ça? Quand l'opposition sénégalaise, par exemple, veut créer le réel, le réseau des élus, donc parce qu'ils sont en train de voir que le président de la République est en train de débaucher aussi leur maire. La seconde chose, c'est que le président de la République qui refuse certains actes, que la Constitution aussi, donc oblige, ça suppose que le président de la République est en train de vivre une cohabitation de fait dans sa tête. Parce qu'on l'a hérité de la France, ces situations-là. Et que c'est pendant les périodes de cohabitation seulement que le président refuse de signer les ordonnances, etc. Mais l'autre chose, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire que si les maires de l'opposition aussi veulent une démocratie assainie et veulent discuter avec le président de la République, ils doivent le faire avec élégance. Parce que tout simplement, le président de la République, il est l'élu du peuple. Il n'est pas l'élu d'une partie. Donc, qui que ce soit, et quel que soit l'élu, quel que soit son bord, il a l'obligation non seulement de respecter le président de la République, mais quand même tout simplement d'être en odeur de sainteté avec lui. Mais aussi le président de la République a lui aussi de se situer au-dessus de la mêlée, parce qu'il doit être un juge au-dessus des partis. Absolument. Merci beaucoup, Ngouda Mboup. C'est moi qui vous remercie. Constitutionnaliste, merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.